BFM Business et Tech Co présente Tech Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur BFM Business et bienvenue dans Tech Co, vous le savez. On est là chaque soir, du lundi au jeudi, 19h30, 21h. Et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Avec ce soir, au sommaire de ce Tech Co de ce mercredi, eh bien, on va revenir sur les nouveautés Amazon. Amazon qui met à jour en fait ses enceintes Alexa, mais aussi ses liseuses Kindle. C'est un événement, ça faisait un moment que ce n'était pas arrivé. On va faire le point dans quelques instants. On parlera aussi de la Chine qui, eh bien, à l'opposé des États-Unis, veut attirer des talents étrangers et déroule le tapis rouge justement pour accélérer sur l'IA. On en parlera. Tiens, il sera aussi question d'IA tout à l'heure à partir de 21h avec un petit détour du côté du château de Versailles qui a été le théâtre ce week-end d'un hackathon pour faciliter en fait eh bien, le parcours des visiteurs, des touristes qui se rendent au château de Versailles et tout cela grâce à l'intelligence artificielle. On en parlera avec des exemples concrets que l'on découvrira ensemble. Voilà, un grand merci d'être là, bienvenue, c'est parti, c'est Tech Co. Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Oui, notez que le château de Versailles, ce ne sera pas à 21h, parce qu'à 21h, on va tous se faire dodo. Ce sera 20h30, voilà. Je n'ai pas encore mis à jour j'ai le jet lag de Tech Co d'avant les vacances. Avec ce soir, pour débriefer l'actu, Christophe Holnet qui est là. Salut Christophe. Bonsoir François. Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. À tes côtés, c'est Hugo Weber. Salut Hugo. Salut François. Vice-président de Miracle, passionné de nouvelles technologies, ancien journaliste. C'est pour ça que tu viens nous rendre visite régulièrement dans Tech Co. Et mon camarade Frédéric Simotel. Bonsoir à tous. Bonsoir assuré François. Comme un chef, comme un dieu, lundi et mardi. Ouais, malgré une rhinosinusite qui m'a. Mais tu sais quoi, m'a bloqué. C'était encore mieux. Voilà, c'était encore mieux. C'était la fièvre. C'était la fièvre. Voilà, en tous les cas, comme chaque soir, on est très heureux de vous retrouver pour commenter l'actu tech. Merci d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder chaque soir. On va commencer par Amazon donc, et Amazon qui a présenté hier soir une multitude de nouveaux produits, ces nouveaux échos, ces enceintes et écrans connectés intelligents. En fait, le géant américain, on l'a bien compris, montre ses muscles. Il faut dire que la concurrence va sans doute se faire rude dans les prochains mois, puisque Apple pourrait rejoindre Amazon et Google aussi sur ce secteur, puisque Google devra annoncer aussi des enceintes connectées dans quelques jours. Et on retrouve notre envoyée spéciale à New York, Mélinda Davant-Soulas, qui a pu suivre en direct toutes ces annonces. Elle nous en fait tout de suite un petit résumé. Une offensive massive centrée sur l'intelligence artificielle générative, c'est ce qu'a voulu montrer Amazon lors de sa conférence de rentrée. Beaucoup de produits et d'innovations qui doivent faire de la maison connectée un véritable foyer ambiant intelligent. Et en fil conducteur de toutes ces annonces, l'omniprésence d'Alexa+, évidemment, ce sera d'ailleurs plutôt début 2026 en Europe. On a ainsi vu une nouvelle génération d'appareils Echo, notamment les Echo Dot Max et Echo Studio, qui plus que de simples enceintes sont conçus comme le cœur de l'intelligence à la maison connectée et le quotidien. Sorte de maître d'hôtel 2.0 capable de comprendre, d'anticiper et de répondre à tous vos besoins afin de rendre la domotique plus intuitive, fluide et naturelle. Parallèlement, Amazon étend cette intelligence à tout son écosystème dans la sécurité à domicile avec notamment les caméras Ring. Autre produit star chez Amazon, notamment en France, le pays où sa croissance est la plus rapide au monde, eh bien, les liseuses Kindle font peau neuve, dont le modèle premium qui voit la vie en couleur à coup d'IA, évidemment. Amazon transforme son matériel pour le rendre non seulement plus puissant, mais surtout plus intelligent. L'objectif est clair, utiliser l'IA pour rendre les interactions domestiques plus proactives, plus personnalisées et in fine moins intrusives pour l'utilisateur. Une ligne de conduite claire, mais une route qui ne se tracera pas complètement avant l'an prochain en France. Et cette fois, l'Europe n'y est pour rien. C'est la production qui n'arrive pas à satisfaire tout le monde. Voilà donc de nouveaux produits Alexa, ce sont des mises à jour de produits que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà à la maison, parce que en fait beaucoup de gens possèdent des Alexa. Alors soit ils sont posés sur le rebord de la table de la cuisine, soit ils sont dans le tiroir. Tout dépend de quel côté on se place. Alors au-delà de ces nouveaux produits qu'on va peut-être commenter, mais finalement voilà, de nouveaux échos, de nouvelles enceintes avec toujours plus de puissance, etc., etc. C'est pas trop ça, à mon avis, le plus important. Le plus important, c'est la reprise en main de ce service hardware par un certain Panos Panay, qui était auparavant chez Microsoft et qui s'occupait de tout ce qui était
hardware chez Microsoft. Je ne sais pas si tu l'as connu, s'il était là à l'époque. Il devait être là, mais je ne l'ai pas connu. Voilà. Mais qui a développé en fait toute on va dire, le secteur hardware de Microsoft, les PC Surface, etc., etc. Il a été débauché par Amazon il y a 2 ans de cela, pour essayer de remonter aussi cette filiale d'Amazon qui ne cartonne pas vraiment, parce que ces enceintes, ça a été un gouffre financier pour Amazon. D'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu ces mises à jour. D'habitude, et depuis que les premiers modèles sont sortis il y a 1 an, tous les ans, on avait de nouveaux modèles. Là, il y a eu une période où on a remis peut-être un peu les choses à plat. Et puis, dernière chose très intéressante, c'est surtout que ces produits sont taillés pour le nouvel Alexa, le Alexa Plus, qui devrait être beaucoup plus intelligent et nous permet d'avoir des interactions avec le vocal plus sympa. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Amazon a raison de poursuivre là-dessus, sur ces enceintes connectées avec la reconnaissance vocale, Alexa, etc., etc. Tiens, Hugo, pour commencer peut-être. Alors, moi, je fais partie des gens qui ont mis toutes ces choses-là dans les tiroirs, François. Parce que, en fait, j'en avais pas vraiment l'utilité, ça me servait pas à grand-chose. J'ai eu l'enceinte connectée de Google pendant, je crois, 1 semaine. Je l'ai testée et elle a fini sur le Bon Coin ou sur Marketplace de c'était gratuit en plus à l'époque. Je crois que je l'avais gagné dans Google, un quelque chose comme ça. Et puis, alors voilà, c'était des produits qui sont hyper subventionnés en fait par ces géants. Et en fait, tu as raison de le mentionner. Et pourquoi est-ce qu'ils subventionnent ces produits-là, selon moi ? C'est une raison toute simple. C'est grâce aux capteurs qui sont positionnés dans Alexa, dans les Vizio, dans les réfrigérateurs connectés d'Amazon, dans les e-robots, vous savez, les aspirateurs qu'ils avaient tenté de racheter à un moment donné il y a 2 ans. Enfin, ils ont annoncé l'abandon de l'acquisition. L'acquisition a échoué. A échoué, exactement. Mais pour moi, la stratégie, elle est d'avoir accès le plus rapidement possible et dans un volume le plus important possible à la donnée des consommateurs. Je pense que ce que fait Amazon ici, c'est pas tellement de rentrer pour rentrer sur le marché du hardware. Enfin, c'est déjà bien occupé. Il y a des géants des enceintes, des Bose, des Harman Kardon, des Devialet, si on veut citer des Français, qui sont très bons sur ces sujets-là. Mais c'est plutôt pour avoir accès à la donnée des consommateurs qui, finalement, en utilisant ces outils-là, mettre cette donnée à disposition d'Amazon. Et on le voit bien dans d'autres secteurs. Si je prends un parallèle qui est celui de l'auto, la seule voiture qui aujourd'hui est entièrement équipée de caméras vidéo, c'est pas une voiture française, c'est pas une voiture allemande, c'est pas une voiture chinoise, c'est une Tesla. Et une Tesla, pourquoi ? C'est simplement pour mapper et avoir accès à un volume de données qui est le plus important possible. Donc je pense vraiment que que le jeu d'Amazon ici, c'est d'aller chercher de la désirabilité pour mettre ces enceintes-là, pour mettre ces objets connectés dans le plus de foyers possible. Christophe ? Non, je crois que c'est certainement une motivation de capter ces données, mais il y a aussi quand même... je pense que s'ils ont attendu un moment, on peut dire c'est pour que finalement la collection conçue avec une influence de Panos Panay soit là, ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que il y a probablement... la raison pour laquelle on a aussi mis beaucoup ces appareils dans les tiroirs, c'est que quand on était très déçus finalement de l'interface conversationnelle par rapport à ce qu'était capable de faire ChatGPT, il a complètement ringardisé. Donc c'est vrai que ça a créé. Donc il y a vraiment une attente forte de ce point de vue-là. Mais néanmoins, l'interface conversationnelle, on sent bien que ça va être quand même une façon pour le consommateur dans son foyer de s'adresser à ces outils-là. Donc il faut quand même se repositionner là-dessus. Et il y a le parcours d'intérêt qu'il peut avoir pour capter les données, puis il y a aussi potentiellement le parcours d'achat qui peut être fait à travers ces outils. Donc, je pense que c'est difficile pour un Amazon, de par son positionnement sur finalement toute la chaîne du commerce, de ne pas être présent là. Bon, la question que je me pose, on sent une vraie offensive pour essayer de résoudre ce sujet finalement de la domotique. C'est un peu un Graal qu'on a vu venir. Et en fait, ça fait quand même des années. Vous allez au CES tous les ans et c'est souvent un peu décevant parce qu'il y a des innovations qui sont un peu des îlots et il manque une plateforme qui est capable d'intégrer tout ça.
Là, les annonces qu'ils ont fait autour des standards, que ce soit Zigbee, Wi-Fi et Matter. Oui, il y a Thread aussi, je crois, le protocole Thread. Ils s'ouvrent quand même très très largement. Non pas le protocole Fred, qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus humain. Mais qui fonctionne, bien. Mieux. Mais bon, finalement, c'est de se dire... mais moi, je trouve que ce qui manque, c'est quelle est la killer app de la domotique. Elle est toujours pas là. Oui, c'est ça. Quel est le truc qui fait que les gens vont finalement s'équiper massivement et qui va être capable de devenir un peu, d'englober toutes les fonctions domotiques. On n'y est pas encore. Ouais. Et c'est vrai qu'on se souvient, il y a une dizaine d'années, quand les premiers produits Alexa, Google ou même Apple avec Siri et le HomePod étaient arrivés, c'était la révolution annoncée. C'est-à-dire que notre maison, la domotique allait révolutionner notre quotidien. Alors, pour tout vous dire, moi, je vous avoue que j'ai un système Google pour allumer la lumière et baisser les volets électriques chez moi. C'est pratique. Quand on a goûté à ça, c'est vrai que on s'y habitue, et quand on est sur le canapé, au lieu de trouver une télécommande qu'on ne trouve jamais, ou se lever pour appuyer sur un bouton, la voix, là, est très intéressante. Oui. Mais je pense qu'il n'y a pas assez de killer app, comme tu dis, pour que ça puisse véritablement être... que les gens adhèrent à ce système. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred ? La killer app, c'est la voix. Hein. C'est qu'on puisse avoir la voix, qu'elle puisse tout piloter. Mais aujourd'hui, moi, pourquoi je crois pas trop, parce que, alors moi, mon enceinte Echo, elle est pas... alors c'était les grosses, un peu, qui avaient un certain son, tout ça. Elle est pas dans un tiroir, mais elle me sert juste à dire le matin, tiens, allume-moi BFM Business, pour écouter la radio en fond. Et ça nous sert vraiment qu'à ça. Et aujourd'hui, Amazon, on les attend pas là-dessus. On les attend pas pour faire des écrans, on les attend pas pour faire une sonnette. Je trouve que moi, le meilleur moyen qu'il faudrait faire, c'est plutôt aller chercher. Tu parlais des volets électriques, aller voir les Somfy qui gèrent ça, aller voir les Vérissures, et essayer un peu de capter tout ça et dire je suis compatible. Et moi, je vous fais la centrale de tout ça. Et moi, j'étais marqué. Et c'est le cas pour la plupart, Somfy, tous ces gens. Oui, mais toutes ces boîtes-là. Ça reste compliqué. Mais ça reste compliqué. Ouais, ça reste compliqué. Voilà. Pour vous dire, pour configurer mes volets, il m'a fallu un week-end. Oui, toi, voilà. T'imagines, c'est ça. Toi, avant que ça rentre dans le grand public. Et si tu veux, et François, il sait ce dont je vais parler, parce qu'on était au CES l'année dernière. Moi, je suis allé chez Samsung et j'étais sidéré par ce qu'ils sont capables de faire à partir de la télé. Je dis, mais voilà. La porte d'entrée, elle est là, c'est la télé. La télé, c'est l'écran central de la maison, et c'est à partir de là qu'on va tout piloter. La télé, en général, dans une pièce centrale, on peut en avoir une selon la taille de sa maison, on peut en avoir une dans sa cuisine, on peut en avoir dans les chambres, et pour moi, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. C'est la télé qui va être la porte d'entrée, et puis derrière, il faut. Alors peut-être qu'avec Alexa, ils vont avoir un peu ce modèle-là, aller chercher à être présent au niveau de cette interface, parce que ça, j'y crois. Quand je disais la voix, ça, j'y crois. Tout piloter à la voix, comme tu dis, ferme les volets, baisse les volets, rallume, ferme les chambres, etc. Ça, on y arrive, on y arrivera. Mais je compte pas sur Amazon là-dessus. Je pense que là, pour moi, je crois pas trop à Après, ça. Normalement, l'année prochaine, il y a Alexa 2 qui devrait arriver, en tout cas en France, et qui pourrait peut-être révolutionner notre expérience utilisateur. Parce que si on se rapproche d'une conversation intelligente comme on peut l'avoir aujourd'hui avec ChatGPT, ça peut-être ouvrir des perspectives qui... Tu le vends pas comme ça. Tu le vends pas comme ça. Une voiture intelligente, aujourd'hui, tu vends la voiture et tu utilises toutes les fonctions à l'intérieur. Non, mais regarde, et là, aujourd'hui, on va te dire les volets... Chez toi, par exemple, tu dois commander un taxi ou un Uber. Aujourd'hui, on n'a pas le réflexe de demander ça à Amazon parce qu'on sait que ça n'a pas marché. Si demain, Alexa 2 te permet de le faire, au lieu de passer ton temps à prendre ton téléphone, ton Alexa saura que tu es à ton domicile et va te commander rapidement un Uber parce que tu vas donner une adresse. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Mais tout ça, il faut que ça soit fluide et que ce ne soit pas déceptif. Ce qui était le cas auparavant. Je suis désolé. Et sur la domotique, ça a été beaucoup ça, parce que quand tu veux programmer des choses, ça reste très compliqué quand même. Oui, parce que c'est une super télécommande aussi. Voilà. C'est ça le truc, c'est que en fait, il faut que ce soit un très bon ChatGPT qui réponde à peu près à toutes les questions générales que tu peux te poser, mais il faut aussi que ça interagisse avec tous tes objets électroniques de la maison. Et qu'il y ait quand même un langage commun entre ces objets-là. Et puis tu vas quand même avoir ce souci-là, et là il y a la confiance quand même, parce qu'on sent quand même cette musique montée, c'est tout ce qui est vie privée, collecte des données. Et là je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde commence à prendre un peu de conscience de tout cela, en utilisant les chats GPT, et même les gens qui sont pas du tout dans la tech se disent un petit peu, avant on s'en fichait un peu, on dit attends moi,
qu'est-ce que mes données Ouais. Oui, je vais recevoir de la pub. Bon, voilà, je suis pas, j'ai pas des secrets d'État que je partage. Mais peu à peu, les gens quand même se disent ah oui, mais savoir combien j'ai d'enfants dans la maison, savoir qui fait quoi, tout ça, ça commence un peu. Alors, le Et fait là- d'avoir là-dessus- l'enceinte qui écoute constamment ce qui se passe dans la maison, c'est quand même une préoccupation qu'ont beaucoup de personnes. Hein. Ouais, Oui, mais de plus en plus, tu vois. Auparavant, on s'en inquiétait pas plus. On se disait, oh, Ouais, mais j'ai Christophe, rien à me reprocher. pareil que Je sais bien, mais je veux dire, tu vois, Oui, mais tu vois, oui, mais c'est. le téléphone est sans Oui, mais doute c'est pas la pire. même chose. Parce qu'il y a un moment, tu Non, t'éloignes mais de c'est ton enceinte psychologique, Amazon, je suis d'accord. et ton téléphone, il est souvent. Par à contre, portée de il y a main. une seule chose que je mets à part dans ces produits Amazon, c'est la Kindle. La Kindle, Ouais, moi, je trouve oui, que c'est- oui. Qui est moi, une pour vraie moi, c'est- réussite. pour moi, c'est le produit du siècle. Ouais. Enfin, moi, sans Kindle, je suis perdu. Maintenant, en plus, avec les livres audio et tout ça. Non, mais c'est pouvoir partir en vacances avec juste une interface. Ouais. On te parle d'un livre, tu dis ah bon, tiens, c'est bien, tchouk, tchouk, tchouk. Et puis hop, il est commandé. Et puis tu le télécharges tout de suite, surtout, Ouais. c'est ça. Ouais. Non, là, T'es immédiatement. n'importe où, t'as Ouais. plus besoin de librairie. Là, Alors, pour c'est moi, il y pas a bon pour les vrai, libraires, mais- un vrai plus. Enfin, la Kindle, la Kindle. Ouais. Parce que ça, c'est un. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ce que Melinda Davansoulas, qui est à New York aujourd'hui. Pourquoi New York ? Parce que c'est là-bas que Amazon a réuni la plupart des journalistes pour présenter toutes ces nouveautés. Melinda nous disait que, en fait, les Kindle se vendent très très bien en France. C'est quasiment l'un des tout premiers pays où Amazon vend le plus de Kindle, D'accord. parce que les Français ont adopté cette manière de lire. Bon, c'est plutôt rassurant, ça veut dire que malgré tout, il y a encore des gens qui lisent, ça c'est plutôt cool. Et donc là, ils sortent de nouveaux modèles avec des écrans en couleur, Tu lis en plein soleil. un rétroéclairage beaucoup plus subtil. Mais tu lis en plein soleil, Oui, c'est vrai. tu la recharges une fois par Ouais, semaine, ouais. tout Ouais. ça. Non, Enfin, c'est top. Franchement, non, moi, c'est vraiment le. Je suis comme toi, quand on a goûté à ça, c'est formidable. Bon, voilà pour Amazon. Vivement Alexa Plus, qui devrait arriver, c'est ce que murmuraient les équipes d'Amazon aux US, ça devrait arriver en France d'ici le début de l'année prochaine. Autre gros sujet que tu as évoqué hier, Fred, c'est l'avalanche d'annonces faites par OpenAI. Mhm. Sora 2. Là, on l'a rapidement évoqué hier, mais TikTok, On va peut-être y revenir, parce Ouais. que voilà. Le fait aussi d'avoir cet agent qui puisse commander à votre place des trucs sur Internet, alors pas partout, hein, je crois qu'aujourd'hui ça marche que sur Etsy, Oui. mais Et aux US. et aux US, Aussi et aux évidemment. US. Voilà. Mais bon, c'est quand même un pas incroyable. Et puis, il y a aussi le contrôle parental. Sujet ô combien délicat, parce qu'on sait que, eh bien voilà, il y a eu déjà des drames d'adolescents, notamment, qui ont décidé de se suicider. Et on se rend compte que le rôle de l'IA générative et de ChatGPT n'a pas été neutre dans cet acte qui est terrible, qui est dramatique. Oui. De C'est-à-dire qu'il y a à la fois le conseil qu'il a donné qu'on pourrait qualifier d'hallucination, mais il y a aussi à quel point les personnes finalement font de ChatGPT un confident. C'est ça. Et Et qu'il finissent répond. par... Et qui répond en plus. Avec qui... Oui, bien sûr, un confident et avec qui d'échange, un mélange de psy et d'alter ego avec qui tu peux discuter, qui crée une dépendance énorme. Et ça, c'est peut-être pas... On peut penser qu'il n'avait pas forcément imaginé ça. Bien sûr que ça, bien sûr que non. Mais de toute façon, là, on arrive dans un champ avec des choses qu'on découvre tous les jours. Et je pense que les ingénieurs d'OpenAI doivent découvrir tous les jours de nouveaux constats, de retours, de choses comme ça, de risques aussi. Donc le contrôle parental, c'est-à-dire que les parents ou les tuteurs des enfants pourront avoir un droit de regard sur la configuration du ChatGPT de l'enfant. C'est ça, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui. Alors tu ne pourras pas espionner tout ce qu'ils font, mais dès qu'il y aura, on va dire, des sujets sensibles évoqués par l'enfant ou l'adolescent, eh bien là, les parents seront notifiés. Je crois que c'est ça, hein. Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. Mais bon, Fred ? en tout cas, ils avancent sur ce terrain-là en essayant de démontrer une certaine responsabilité. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de le faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est devenu un outil. Oui. C'est le Google Search d'il y a quelques temps. Aujourd'hui, on entend. Hein, moi, j'ai été surpris il y a un peu plus d'un an. C'était avant Noël 2024, où BFM TV, nos confrères là, avaient fait qu'est-ce que vous allez offrir pour Noël, qu'est-ce que vous allez faire pour Noël et tout ça. Et le nombre de gens qui ont répondu j'ai demandé à ChatGPT
quel sera mon menu pour Noël. Ah ben moi j'ai demandé à ChatGPT, voilà, j'ai donné le caractère de chacun de mes frères, mes sœurs, mes oncles et tantes. Il m'a dit quel type de cadeau je pouvais leur offrir. Je me suis dit mais ça y est, les gens, c'est rentré dans les mœurs quoi. Et c'était pas des geeks qui sont allés chercher à la sortie d'un salon sur les jeux vidéo. Hein. Ils étaient dans la rue comme ça et puis on voyait les gens, c'était les personnes lambda, c'était tout le monde. Et ça m'a vraiment surpris. Et en fait, l'annonce d'OpenAI, ce qu'ils appellent le checkout, donc la capacité d'un agent à aller acheter en lieu et place d'un consommateur, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, c'est 60% des consommateurs qui, avant de faire un achat, utilisent un agent, OpenAI, Mistral, Gemini ou autre, pour se renseigner sur un produit. Et en fait, tu as raison de faire le comparatif avec le Google Search, parce que nous, ce qui nous a marqué chez Miracle, c'est exactement ce que tu as derrière toi, c'est la capacité en fait à poser des questions qui sont contextualisées. Et on a vu qu'il y a eu une augmentation du volume pour une demande. En fait, avant, vous tapiez « je veux des baskets », enfin, vous tapiez sur Google basket trail. Aujourd'hui, la demande d'un consommateur, c'est « je pars ce week-end à Chamonix m'entraîner pour l'UTMB, je vais faire 160 km dans le week-end, j'ai un niveau moyen ». Enfin, 160 km, un niveau moyen, c'est son balèze. Mais... Je le ferai en 10 jours. Il est très humble. Et en fait, l'agent va offrir aujourd'hui des recommandations. Ce qu'il y a juste derrière toi, donc l'achat au sein d'OpenAI, de ChatGPT, c'est en fait ce qu'on appelle, nous, chez Miracle, le commerce 3.0. Il y avait le commerce 1.0 qui était le web et le mobile, le commerce 2.0, la marketplace, commerce 3.0, c'est l'agentic commerce. Aujourd'hui, c'est tout nouveau, ça vient de sortir chez OpenAI. Objectivement, ça marche d'une manière très limitée parce que c'est aux États-Unis avec les vendeurs Etsy et avec les vendeurs, une partie des vendeurs Shopify. C'est pas multipanier, tu peux. C'est pas multipanier, mais ça va arriver. Et en fait, ce qui manque aujourd'hui, c'est la couche en dessous, nous, ce qu'on appelle, c'est l'agentic commerce brain, le cœur du commerce agentique. Et en fait, on va sortir une solution qui s'appelle Miracle Nexus, qui va orchestrer tout ça pour faciliter à la fois les ventes, le retour après-vente, mais également la gestion de l'intégralité de la commande. Aujourd'hui, un ChatGPT, il ne sait pas ce qu'il y a en stock chez un vendeur, il ne sait pas quel est le prix exact qui fluctue. Donc, ce n'est pas encore totalement au point, mais on y arrive et ça marchera grâce à Miracle. Parce que rappelons que tu es vice-président de Miracle, il ne faut pas que vous ratiez le coche de cette, on est complètement dessus. De cette lame de fond qui va arriver, qui va sans doute bouleverser à la fois la manière dont les consommateurs achètent sur Internet, mais aussi ça va bouleverser toute la distribution et tous les sites de e-commerce. Et en fait. te faire référencer. Il faut que les places de marché se connectent à ces flux-là. Et c'est exactement le sujet. Nous, on a une double optique. C'est d'aider des OpenAI, Gemini à finalement avoir accès à la donnée sous-jacente des produits, la quantité, le prix, les retours, toutes ces choses-là, mais également d'aider les distributeurs, les marques à rendre leurs produits visibles par OpenAI. Aujourd'hui, ils ne le sont pas. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce que demain, ils vont se priver de ce trafic-là ? Mais tu sais, je pense que les éditeurs de presse doivent avoir le même regard, devraient peut-être se rapprocher de la façon dont vous procédez chez Miracle, parce que nous, le grand souci, c'est qu'aujourd'hui, tu fais ta revue de presse, plus personne va aller cliquer sur les articles. On veut juste avoir les 3 lignes. Donald Trump a dit que il y a eu un incendie, il y a eu tant de blessés, un bout de météo, les 3 scores de foot qui nous intéressent, et puis voilà. Et tout ça, ça nous empêche d'aller et sur le site de l'Équipe, et sur le site du Figaro, et sur le site de BFM TV, etc. Et là aujourd'hui, à la presse, on a ce même souci. C'est comment être bien référencé et pouvoir avoir des articles qui ressortent sur lesquels les gens iront finir par cliquer. Mais le zéro clic, c'est un pour les danger, médias comme pour les produits, il y a un sujet sur quel est l'algorithme de présentation des options. Là, sur les produits, quand on regarde, évidemment, ils disent, on est parfaitement agnostique, etc. Ils parlent, je crois, de classement organique. Ça veut dire, je n'ai pas de préférence, il n'y a pas de sponsor. Mais malgré tout, tout classement est un choix. Donc, donc, quelles garanties ils apportent par rapport à ça ? En quoi éventuellement ils vont faire évoluer leur business model, c'est une question très sensible, parce que quand on voit à quel point finalement tout va passer par ChatGPT, en tout cas pour le B2C et le commerce, si demain les gens utilisent de moins en moins des moteurs de recherche et vont aller sur des Perplexity ou des ChatGPT, la puissance que va avoir OpenAI, ils vont tout savoir sur nous. C'est monstrueux. En fait.
Ça va Donc, devenir quel va être l'algorithme de présentation de une ces espèce options d'entité qui qui connaîtra vos plus, enfin tous vos désirs, tous vos secrets, votre manière de travailler, vos habitudes, etc. Ce que vous achetez sur Internet. Mais déjà, tu vois déjà quand tu as l'abonnement ChatGPT que tu lui parles, il sait déjà que. Ouais, c'est clair. Tiens, l'autre jour, tu m'as demandé ça. Est-ce que tu veux que je fasse à peu près la même chose? Nous, il a repéré, comme on travaille dans l'univers des médias, et à chaque fois, il dit est-ce que tu veux que je reformule cet article avec un titre beaucoup plus télé, etc. Je lui ai demandé, j'ai juste dit fais-moi un résumé de cet article. Juste un mot sur Sora 2. Et donc, en fait, c'est une double annonce, hein, puisque Sora 2, qui est donc le nouveau, la nouvelle IA générative qui permet de générer des vidéos simplement avec un prompt, accouplé à une application, alors pour l'instant qui n'est disponible qu'aux États-Unis, qui ressemble un peu à un TikTok, sur lequel vous pourriez générer des vidéos vous-même avec votre faciès, finalement, parce que vous scannez votre visage et après vous êtes skieur, présentateur télé comme Fred Simotel, à la Ligue des Champions, dans un dessin animé, en train de faire du skate, etc. C'est quand même assez impressionnant, avec un réalisme des images. On était tous bluffés de la qualité de VO3, mais Sora 2 est encore plus impressionnant que VO3. Alors, j'ai quand même lu plusieurs personnes qui disent qu'il y a quand même quelques artefacts un peu moins bons que VO3. J'ai vu un comparatif entre VO3 et Sora 2. Sora 2 a l'air d'être meilleur. Moi, j'ai lu pas mal, j'ai lu cet après-midi et puis hier, des gens qui avaient testé, ils disaient qu'il y a quand même des petits qu'ils ne retrouvaient pas dans VO3. Après, il faut voir quel prompt ils ont fait par rapport à ça. Mais là, on va encore avoir une histoire je parlais des droits, des droits, les droits d'auteur, la réglementation, tout ça, la propriété intellectuelle. Ça aussi, ça va être un débat. Alors, un mot sur Sora et un mot sur l'application. Sur l'application, pour commencer, déjà, c'est 100% de vidéos qui sont générées par l'IA. Du coup, ça remet au clair aussi tous les sujets de manipulation et on ne sait pas ce qui est généré par de l'IA, ce qui est exactement du réel. À partir du moment où c'est 100% de l'IA, il n'y a plus de questions. On sait que on est dans un environnement qui a été manipulé à un moment donné par de l'IA. Est-ce que c'est à des fins de désinformation ou pas? Peu importe, mais on sait qu'on est dans un environnement qui est cloisonné et qu'il n'y a pas d'image réelle. Donc voilà, ça permet de cadrer aussi les choses. Toutes les vidéos qui sont présentées, c'est des vidéos de divertissement assez légères qui ne portent pas de message, on va dire. Pour le moment. Fake news, pour le moment. Pour le moment. Et sur Sora, je pense qu'effectivement, ça remet un coup à toute la production graphique de manière générale, toute la créativité. Enfin, ce qu'on arrive à faire avec Sora aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a plein de gens dans le monde créatif qui se posent la question, à juste titre, de la disparition de leur métier. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pas une disparition de leur métier, c'est une adaptation de leur métier avec des nouvelles compétences qui sont celles de l'IA. Et sur le côté viral, social, j'ai un doute quand même sur le fait que c'est deep, parce que comme tu le dis, c'est de l'artificiel, même si tu as injecté on va beaucoup s'amuser au début, mais ça risque moi j'ai l'impression que ça risque de faire il n'y a pas le connexion émotionnelle qu'il y a avec un vrai contenu et les vidéos TikTok, c'est-à-dire ça va devenir TikTok. Peut-être, mais aujourd'hui on peut aussi avoir un effet un peu un peu comme les filtres Snapchat ou ce genre de choses qui à un moment on disait ça des dessins animés au départ. Tu sais, au départ des dessins animés, alors c'était pour les enfants. Quand ils ont commencé à faire des dessins animés pour les adultes, on l'a dit on préfère avec des vrais personnages. Puis finalement, peut-être mordu comme les autres. Peut-être. Après, c'est une histoire d'histoire à raconter. Non, mais sur le côté social et dire je vais concurrencer TikTok sur le côté viral, social, adhérence des utilisateurs. Je sais pas. Mais je vous invite à regarder quelques vidéos qui traînent sur le web qui sont vraiment impressionnantes. Oui, bien sûr que c'est vraiment, c'est impressionnant. Messieurs, petite pause, bientôt 20h, on revient dans une minute et on poursuit le débrief de l'Actu Tech dans Tech & Co, la quotidienne, et on va évoquer en fait ce visa K que la Chine dégaine. La Chine déroule le tapis rouge aux meilleurs ingénieurs étrangers. On vous explique tout juste après ceci. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, 20h03. Merci d'être avec nous. Tech & Co, la quotidienne, en ce mercredi soir. On est là, vous le savez, jusqu'à 21h. Et à 20h30, on ira du côté du château de Versailles, qui, ce week-end, a été le théâtre d'hackathon sur l'IA. Et c'est intéressant parce que, en fait, l'un des responsables du château de Versailles sera avec nous tout à l'heure pour nous expliquer, c'est essayer de
d'améliorer l'expérience client de tous les visiteurs qui viennent au château de Versailles grâce à l'intelligence artificielle, avec des exemples concrets. Donc, ce sera dans une petite demi-heure. Mais d'ici là, bien sûr, on poursuit l'actu tech de ce jour et on débriefe tout cela avec ce soir Hugo Weber, vice-président de Miracle, Christophe Holnet, qui est senior advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud, et Frédéric Simotel, bien sûr, journaliste à BFM Business. C'est une réponse directe au visa à $100 000 de Trump qui cible les ingénieurs étrangers. La Chine, écoutez bien, lance aujourd'hui un nouveau visa qui, à l'inverse, vise à attirer beaucoup plus de cerveaux étrangers, avec l'ambition non dissimulée d'accélérer l'innovation dans l'IA. Erwan Maurice nous explique tout cela, et après, bien sûr, on revient sur le plateau de Tech & Co. Moins de contraintes sur la durée de séjour, la période de validité ou le nombre d'entrées autorisées dans le pays, et surtout, plus besoin d'invitation de l'employeur chinois, et donc à la clé la possibilité pour les professionnels munis de ce nouveau visa K d'être déjà sur place pour rechercher des opportunités de carrière. Quelques cases à cocher tout de même pour pouvoir en bénéficier, être diplômé du supérieur en sciences et venir d'universités ou d'instituts de recherche réputés, tandis que Washington dresse des barrières, Pékin donc les abaisse. En parallèle de ces efforts pour rapatrier des ingénieurs chinois partis vivre le rêve américain, la Chine, dont la population est composée à moins d'1% d'immigrés, veut renforcer son attractivité car il lui manque aujourd'hui 30 millions de talents dans l'industrie selon la presse d'État, et ce alors que le pays a de très grandes ambitions, notamment dans l'IA. Le visa K pourrait séduire des ingénieurs indiens qui ne sont plus les bienvenus aux États-Unis, mais qui, s'ils choisissent la Chine, feront quand même face à une difficulté, celle d'apprendre le mandarin. Oui, c'est vrai, c'est la seule difficulté, c'est la langue. Mais Ils ne parlent pas tous très bien l'anglais. Certes, mais aujourd'hui, justement, grâce à l'IA, tu peux avoir des traductions en temps réel. Alors, on parle des AirPods, mais il y a plein d'autres systèmes aujourd'hui qui permettent de se dépatouiller plus que de se dépatouiller si on ne comprend pas un mot de chinois, ce qui sera souvent le cas, à mon avis, pour ces jeunes ingénieurs. C'est intéressant comme stratégie de la part de la Chine, qui est un pays qui est un gouffre d'innovation. Ils ont besoin en fait de cerveaux, de développeurs, d'ingénieurs, et ils en produisent pas assez. Et pourtant, Dieu sait si il y a énormément d'écoles là-bas qui charbonnent, comme on dit. Mais malgré tout, voilà, ils sont prêts à dérouler le tapis rouge pour des ingénieurs venus de n'importe où. C'est intéressant de voir que c'est carrément l'inverse de ce que met en place Donald Trump. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez symptomatique de ce qui se passe, c'est même plutôt l'inverse de tout ce qui se passe, parce que dans la tech, on dit souvent que les États-Unis innovent, que la Chine copie et que l'Europe régule. Là, c'est les États-Unis qui régulent, la Chine qui innove, et ce serait peut-être bien que l'Europe se pose la question de copier ce que font les Chinois. Parce que on comprend bien, toute la guerre aujourd'hui, c'est pas uniquement une guerre technologique, c'est aussi une guerre humaine d'aller chercher et recruter les meilleurs talents. Et aujourd'hui, malheureusement, en Europe, on n'a pas du tout une approche qui est unifiée, qui est harmonisée au niveau de l'Union européenne, et vous avez chacun des pays qui développe son propre mécanisme pour attirer des talents. Vous allez en Espagne, par exemple, vous avez du crédit d'impôt pour les digital nomades, les gens qui résident 6 mois dans l'année au minimum en Espagne, à condition qu'ils travaillent dans la tech. 40% d'impôts en moins sur vos revenus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ingénieurs, de développeurs qui vivent au moins 6 mois à Barcelone, quoi. Évidemment. On comprend maintenant pourquoi. Et cette guerre intra-européenne, elle ne fait que nous desservir au profit d'autres entités, typiquement la Chine. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas un mécanisme qui est unifié en Europe d'attraction des talents de la tech, voire même, je vais peut-être l'assumer dans une politique où aujourd'hui on a des soucis budgétaires, mais d'attirer avec des subventions directement les talents. S'ils doivent payer 100 000 € pour avoir un visa ou 100 000 $ pour avoir un visa aux États-Unis, pourquoi est-ce que nous, on ne leur donne pas 10, 20, 30 000 € pour les faire venir travailler en France, en Europe. Et je pense que là, vous avez une vraie capacité à attirer des talents de la tech et à reconstruire ce qui nous manque profondément en Europe aujourd'hui, c'est-à-dire de la compétitivité grâce à ces talents. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Donald Trump a été élu donc en janvier dernier, il y a eu une espèce de tension, on va dire, internationale, et le président Emmanuel Macron avait proposé d'ailleurs, alors
un accompagnement et un accueil privilégié aux ingénieurs étrangers. On n'a pas eu trop d'écho. Je ne sais pas si ça a vraiment marché. C'était centré plus sur la recherche, en fait, puisqu'il y avait une attaque un peu en règle finalement des travaux de recherche, y compris d'ailleurs, mais beaucoup sur les travaux de recherche sociétale, sur ce qui. Oui, donc pas forcément sur l'IA ou sur la tech sur l'IA, pure. c'était beaucoup sur les recherches académiques. Et donc là, effectivement, je pense qu'on peut que regretter qu'il n'y ait pas mais pour plein d'autres choses, même fiscalement, ces compétitions intra-européennes, alors qu'en fait, on voit très bien que dans le monde tel qu'il se dessine, on ne peut peser qu'en étant solidaires les uns des autres. Les frontières s'abolissent en plus. Et voilà. Et de ce point de vue-là, la Chine, elle fait un très bon coup de communication, de soft power, un peu à l'image du discours qu'a fait Xi Jinping à l'ONU, en se positionnant sur l'environnement, la responsabilité vis-à-vis de la planète, etc., en prenant le contre-pied des États-Unis, en disant, voilà, on va vous accueillir. Voilà. Bon, après, la réalité, moi, je pense que le $100 000 par an aux US pour le H-1B, je crois que Trump, comme toujours, il va faire une annonce et puis après, ça va être d'abord, au début, les gens ont cru que c'était pour les gens de. Oui. Tu as eu, parce qu'ils ont dit dépêchez-vous de rentrer. Cet avion, les prix ont monté à des prix stratosphériques pour ramener des gens d'Inde aux États-Unis avant la date limite pour se rendre compte que ceux qui avaient déjà des H-1B n'étaient pas concernés. Il y a des vidéos d'ailleurs assez émouvantes de gens en pleurs. C'est complètement dingue comme façon de traiter les personnes. Et là, je pense qu'au final, il ne faut pas rêver. Il y a quand même la pression de Peter Thiel, Elon Musk, J.D. Vance. Ils savent très bien qu'ils ont besoin. Regarde, les boîtes américaines, les ingénieurs indiens sont quand même très présents, les Français aussi. Enfin bon, donc au bout d'un moment, il va y avoir une pression et le $100 000, il va on aura retenu le $100 000, mais il baissera. Moi, je suis prêt à prendre les paris. Mais entre-temps, pour les Chinois, c'est bien joué. Ça va probablement attirer peut-être plus des Indiens que des Européens. Et puis après, ça pose la question, quelle est l'infrastructure d'accueil de ces talents-là ? Le multiculturel, la langue, tu en as parlé, mais c'est au-delà de ça. C'est la capacité à être dans un... T'es grec, t'arrives dans la Silicon Valley, t'as une communauté qui t'accueille, il y a déjà toute une histoire d'intégration. C'est pas le cas en Chine, donc il y a quand même un petit chemin avant. Et puis voilà, c'est un pays qui n'a pas du tout la même culture occidentale que nous avons. Enfin, je veux dire, il y a plein de codes qu'on ne comprend pas et que eux ne comprennent pas nous concernant. Tu vois, donc c'est. Mais pour moi, ça s'adresse pas aux Occidentaux. Ça s'adresse à toute la population d'Asie du Sud-Est. Alors c'est compliqué parce que les Chinois sont pas forcément. Ils ciblent qui ? L'Inde. L'Inde principalement. Bien sûr. L'Inde et puis après d'autres, peut-être un peu le Moyen-Orient, pourquoi pas. Mais et après l'Asie du Sud-Est, après l'Asie du Sud-Est, c'est un peu compliqué parce que les Singapouriens, tout ça, ils sont pas tous à aimer. Enfin, voilà, il y a une petite tension toujours avec la Chine parce que les Occidentaux, pour tout ce qu'on a dit là, je vois mal des Occidentaux. Alors à moins d'être vraiment sinophiles, adorés, oui, il y en a quelques-uns qui vont y aller. Ou alors ça peut être je sais pas, 3-4 ans de ta carrière. Et un autre continent qui peut les intéresser, l'Afrique. Toute ouverte qu'il a. Pour le coup, on a un gros réservoir de très jeunes qui ne demandent qu'à apprendre, qu'à aller dans le digital et tout ça. Et là, ils peuvent apporter. Sur laquelle la Chine Après, je reviens sur ce que dit Hugo, qui était très juste. L'Europe se ferait bien de commencer à chercher à copier un peu tout ça. Parce que là, on a... c'était quelqu'un qui était chez Edwige Chevrillon lundi soir. C'est une étude Ipsos qui vient de sortir sur la fuite des cerveaux en France, faite par Ipsos, puis elle a été reprise par Syntec, enfin la chambre des ingénieurs. Il y a un ingénieur sur 10 aujourd'hui qui s'en va. Ça nous coûte 1 milliard par an, 1 milliard d'euros par an. On a 15 000 ingénieurs qui s'en vont. Alors, beaucoup aux États-Unis, évidemment. C'est souvent les très très bons. Et le pire, c'est que souvent les très très bons. Parce qu'ils sont chassés aussi par les Google, par les Microsoft, par les Amazon, etc. Et si tu veux, et vendre notre qualité de vie, notre stabilité, on va dire, peut-être là, il y a un petit peu moins de départ. La stabilité, là, en ce moment, c'est pas notre fort. Voilà. Non, mais le côté... là, il y a peut-être le côté Donald Trump qui peut un peu inquiéter les uns les autres. Mais le problème, c'est que, et là, je rebondis sur ce que dit Hugo, on est tous en train de se battre entre pays européens, donc on est en train de se tirer une balle dans le pied, et c'est là où il faudra aller chercher tout ça. Après, les Chinois, ils ont aussi du mal à attirer parce qu'ils ont quand même au-delà de l'aspect culturel, politique, la censure, etc.
là, aujourd'hui, ils ont besoin d'ingénieurs sur tout ce qui est semi-conducteurs, les processeurs et tout ça. Ils ont besoin de monde parce que là, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont quelques années de retard sur des Nvidia. Ils n'ont pas les machines ASML. Enfin, ils ont beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Ils ont des retards aussi dans l'aéronautique. Ils ne sont pas aussi forts que les Occidentaux. Donc là, ils ont vraiment besoin de ce type d'ingénieurs. Et derrière, ingénieurs logiciels, mais aussi ces ingénieurs un peu sur des matières plus physiques. Et là, ils se rendent compte que plus que la réponse aux États-Unis, c'est de dire là, il faut qu'on passe un cap si on veut vraiment rattraper. Parce qu'on se rend bien compte que les Américains vont nous couper l'accès aux processeurs. Taïwan, on verra un petit peu comment Taïwan, quand on t'écoute parler, tu te dis bah oui, Taïwan, il y a de la ressource. Ouais. Mais pour l'instant, pas touche. Non. Pour l'instant. Jusqu'à quand? Après, moi, il y a un point que je trouve extrêmement dommage, c'est qu'on ne quantifie pas les retombées économiques d'attirer ces talents-là, ou en tout cas pas assez. Et je pense qu'il y a des vraies retombées économiques, à la fois d'un point de vue fiscal, mais dépenses supplémentaires de ces talents-là qui sont généralement des très hauts revenus, qui vont consommer, qui vont créer de l'activité, qui ne sont absolument pas à négliger à l'échelle d'une ville, à l'échelle d'un pays ou à l'échelle européenne. Enfin, nous, si je reviens sur la France, où veux-tu loger les gens aujourd'hui? Les jeunes, ils ont du mal à trouver des logements. Enfin, les jeunes étudiants, le loyer, c'est une part importante. On peut plus les loger. On les envoie un peu loin et tout ça, mais c'est comme tout le monde. Ils ont envie quand même d'être. Moi, j'imagine des jeunes qui sont sur le plateau de Saclay. Ils ont envie de s'amuser, de sortir un peu et tout ça. À Paris, c'est quand même, c'est assez loin. Donc, ils vont pas se loger à Paris parce que c'est trop cher. Donc, ils vont être à Saclay. Alors, à moins de recréer le quartier latin à Saclay, mais j'en doute un peu. On fait rien non plus pour ça, quoi. La ligne de métro, elle n'existe pas encore. Enfin, qui amène au plateau de Saclay, c'est quand même dingue, ça. Alors qu'il devrait y avoir. Il y a au moins 3 ans de retard. Non, mais c'est quand même assez dingue de ne pas savoir retenir et davantage attirer. En tout cas, joli coup de la Chine, vraiment, qui a eu une réponse très juste par rapport à, on va dire, au discours de Donald Trump. Dans l'actualité, tiens, on revient en France avec cette nouvelle page qui s'ouvre aujourd'hui pour Ubisoft. Le premier éditeur français de jeux vidéo lance officiellement sa nouvelle filiale, regroupant, je vous le rappelle, 3 de ses plus grosses licences. Le début donc d'une réorganisation en profondeur du groupe pour avoir plus de marge de manœuvre dans la compétition mondiale. Nathan Cocampo nous explique tout ça. Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, les 3 franchises emblématiques du studio font désormais cavalier seul. La nouvelle filiale d'Ubisoft sera détenue à 25% par le chinois Tencent contre un chèque de plus d'1 milliard d'euros. Elle est placée sous la direction de Charlie Guillemot, fils du PDG, et Christophe de Rennes, 35 ans d'expérience dans le groupe. Objectif, développer ces franchises sur d'autres plateformes, dans les jeux mobiles notamment, en s'appuyant sur l'expertise de Tencent, un segment encore sous-exploité par Ubisoft. Cette nouvelle filiale est la première Creative Houses du groupe. Ubisoft et ses 17 000 salariés vont être divisés en plusieurs maisons créatives autour de ses autres licences phares, Rayman, Just Dance, Prince of Persia, des entités autonomes avec une direction dédiée, des objectifs séparés et peut-être d'autres investisseurs. Dans un marché du jeu vidéo en crise, l'entreprise familiale change de stratégie face à des concurrents qui se renforcent, à l'image d'Electronic Arts et Nintendo, financés par le fonds souverain saoudien et après le rachat d'Activision par Microsoft. C'est compliqué, hein. Enfin, l'industrie du jeu vidéo va mal, d'une manière générale. On le voit, il y a beaucoup trop de développeurs, beaucoup trop d'éditeurs de jeux, beaucoup trop de jeux, finalement. Et Ubisoft, malgré tout le talent de ses infographistes, de ses scénaristes, parce que vous savez qu'aujourd'hui, un jeu vidéo, c'est vraiment comme un film, hein. Il faut des scénaristes, il faut des storytellers. C'est une super production qui coûte parfois plus cher que des films à gros budget. Et le problème, c'est que c'est dramatique quand ça marche pas. Vous prenez l'un des derniers exemples d'Ubisoft, c'était une licence Star Wars qui leur a coûté une fortune. Déjà, la licence Star Wars, plus après, le jeu qui a eu énormément de retard, qui est sorti et qui n'a pas rencontré le succès escompté. Ce qui fait que là, ce sont des pertes sèches qui mettent à genoux, en fait, une boîte comme ça, parce qu'elle n'a pas la trésorerie nécessaire pour se relever d'un échec comme ça. Et donc, c'est à cause de tout cela, finalement, que Ubisoft est en train de se fragmenter, hein, avec cette réorganisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas aussi, on va dire, le début, j'allais dire, d'une vente en appartement d'Ubisoft? Qu'est-ce que tu en penses, Christophe?
Je pense qu'ils ont, à la fin du reportage, on disait qu'il y a des milliards qui se déversent sur l'industrie logicielle avec des Electronic Arts, Microsoft, etc. Donc c'est vrai que c'est et quand on est un acteur plus petit et qu'on fait un pari sur un jeu et que ça marche pas, l'impact il est évidemment énorme. Donc ils ont quelques pépites qui ont beaucoup de valeur, et finalement dans la réorganisation financière qui est faite en disant je loge dans une nouvelle entité les pépites. Ils arrivent à faire investir Tencent, qui prend 25%, sur une valorisation totale de 4 milliards, c'est-à-dire supérieure à la valorisation d'Ubisoft. C'est-à-dire que tu dis, le reste, si je regarde la somme des différentes parties, le reste, ça vaut rien. Et donc, aujourd'hui, ce que ça va créer, c'est même de l'argent frais, parce qu'il y a une partie de l'argent qui va être remontée à Ubisoft pour pouvoir financer la réorganisation, avoir plus d'agilité, etc. Donc, tout ça, très bien. Mais ça va exposer très fortement ce que ne sont pas les pépites. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Si ça perd de l'argent demain, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir besoin d'argent frais. La mécanisme naturel sera de voir Tencent investir plus, prendre plus de la part de Vantage des pépites. Et le risque qu'on a, c'est de voir ces franchises être absorbées par Tencent et d'avoir un acteur encore plus... un mal en point, c'est le risque. Donc c'est un pari. En fait, c'est un pari. Ouais. Soit cet argent, ils arrivent en la réinjectant dans le périmètre historique, hors ces pépites, soit ils arrivent à faire en sorte que ça, de redémarrer, de retrouver de l'agilité, de la performance commerciale et de recréer de la valeur, ou alors ils risqueront de perdre ces licences majeures et de voir Tencent prendre plus de parts dans Ubisoft. Oui, parce que donc Vantage, cette boîte-là, s'occupe en fait des jeux AAA. Ouais. Ce sont vraiment les pépites, les grosses franchises. C'est-à-dire, on le voit derrière, Assassin's Creed, etc., etc. Enfin, il y a donc c'est un gros pari. Il y a Ghost Recon, je crois aussi. Enfin voilà. Et puis de l'autre côté, ça va être plus des jeux, on va dire, de casual gaming, quoi, des petits jeux qui peuvent être sympas, mais qui nécessitent beaucoup moins d'investissement pour être développés. Hugo. C'est aussi un peu les grands mouvements tectoniques dans le secteur du jeu vidéo. On l'a vu hier avec Electronic Arts, sortie de la cote aux États-Unis. J'en parlais hier, Fred. Par Jared Kushner, le gendre du président. Il y a Silver Lake, Jared Kushner, et puis. C'est fou. Je ne sais plus qui est le troisième. Je ne l'ai plus en tête non plus, mais d'un côté, on a quand même un géant qui est Electronic Arts. Aujourd'hui, sa valorisation en sortie de cote, c'est 55 milliards. Et tu parlais de 4 milliards de l'autre côté. Est-ce qu'on arrive réellement encore à faire le poids? Moi, c'est un peu la question que je me pose aujourd'hui, et je serais ravi que Ubisoft et Vantage arrivent à concurrencer EA un jour. Et je pense qu'effectivement, ça se fera au travers des grandes licences que tu appelles le AAA. Je pense que c'est vraiment le futur du gaming aujourd'hui, parce que les gens vont pour un titre, les gens vont pour une licence, un Star Wars ou un Far Cry ou ce que tu as juste derrière toi. Mais oui, c'est la bataille là-dessus. Et je pense que malheureusement Ubisoft part aussi un peu avec des longueurs de retard vis-à-vis des autres géants comme Electronic Arts. Enfin, valo de 55 milliards, 4 milliards, vous n'avez pas le même argent frais pour aller acheter ces licences qui coûtent très cher, comme tu le parlais sur le cas de Star Wars. Donc ça met un coût du risque qui est encore plus important pour ces petites pour Ubisoft en tout cas. Là où Electronic Arts a super bien joué, c'est toutes les licences de sport en fait. Oui. FIFA. Alors anciennement FIFA, maintenant c'est DC, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Ils en ont énormément. FC, pardon, voilà. Ouais. FC 25 ou 26, etc., etc. Et malgré tout, malgré ce changement de nom, on aurait pu s'attendre justement à une dégringolade des ventes. Et puis non, finalement, ça marche toujours. Et c'est quand même assez intéressant. Ouais, moi, ce que je vois, plusieurs choses. La première, oui, il y a une recapitalisation, une réorganisation. On n'est plus à l'époque des lancements massifs où on mise tout dessus en mettant, comme tu disais, François, des dizaines de millions, voire plus. Là, ils essaient de capitaliser, de valoriser un peu leurs actifs. Et moi, je pense que si on remonte un peu l'amont, il y a un chiffre qui m'a marqué, qu'on connaissait, mais qui marque dans ce que vient de dire Nathan Concampo, c'est les 17 000 personnes. Et je pense que, au-delà, je mets à côté toute l'histoire qu'il y a eu de management, harcèlement, tout ça, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a eu un problème de management à un moment quand on est en hyper-croissance, quand on croit comme ça. Et je pense que là, ils n'ont pas su gérer cette croissance. Ils sont restés les patrons du début. Alors,
Parfois ça marche. Parfois, on voit les deux patrons de Google qui ont donné les clés à Eric Schmidt. On voit un Bill Gates qui a transmis. Et je pense qu'à un moment, pour se renouveler, il aurait eu besoin, alors je ne sais pas si c'est dans la création, tout ça, mais en tout cas dans le management, il aurait fallu avoir quelqu'un qui donne le deuxième élan. On ne gère plus une entreprise qu'on a fondée comme une entreprise quand il y a 17 000 personnes, quoi. Et encore une fois, je mets à côté toutes les histoires qu'il y a pu y avoir internes. Et je pense que c'est là où ils se sont un peu plantés, peut-être filialiser plus vite, avoir donné un peu plus d'autonomie, avoir peut-être un autre patron qui lui sait gérer une boîte de 8 000, 10 000, 12 000, 15 000 personnes. Et je pense que là, c'est un petit peu ça qui a aussi pêché dans l'histoire d'Ubisoft, qui n'est pas fini, hein, attention, hein. Si Tencent met de l'argent dedans, c'est qu'ils y croient. Il y a encore on l'a dit, des belles marques. Mais voilà, je pense que il y a sans doute une leçon à tirer autour de ça. Il faudrait en discuter avec eux, avec les patrons. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, oui, quand on est en hypercroissance, il faut savoir déléguer un peu plus et passer la main à d'autres. Voilà pour Ubisoft. On reste en Europe avec... Et ça enchaîne justement avec Daniel Ek. Voilà, quelle transition. Mais voilà, écoutez, c'est formidable. On va parler de Spotify. Spotify qui est notre pépite européenne dans la tech, finalement. 700 millions d'utilisateurs. Sur Spotify. Alors là, dans les 700 millions, il y a les gratuits et les payants, bien évidemment. Musique, bien sûr, podcast, livre audio. Ça fait. Et en fait, Spotify a 20 ans cette année. C'est incroyable. Vous vous rendez compte que la musique, le marché de la musique a été bouleversé, révolutionné grâce à Spotify. Oui. Alors, il y a Deezer aussi, et puis d'autres, mais il y a 20 ans, on téléchargeait encore des MP3 sous le manteau. Hein. Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou alors, on achetait un titre à l'unité, on payait 1 euro avec des DRM. Enfin, c'était n'importe quoi. Spotify est arrivé et a complètement changé tout ça. Et la personne qui incarne Spotify, c'est ce fameux Daniel Ek, dont je vous invite à regarder l'histoire sur Netflix, avec une série qui retrace en fait l'histoire de Spotify, qui est assez intéressante, la bataille avec les major compagnies qui au début ne voulaient pas entendre parler de Spotify. Enfin, c'est hyper intéressant. Et sauf que l'actualité du jour, c'est que Daniel Ek, qui est donc, on va dire, l'incarnant de Spotify, le patron de Spotify, il va prendre du recul. Alors, il va toujours rester dans la boîte, puisqu'il explique qu'il va garder un rôle actif dans l'aventure, mais il ne va plus être CEO. Et c'est intéressant parce que on se dit, tiens, au bout de 20 ans, il va faire autre chose. Est-ce que c'est aussi peut-être... on peut lui reprocher aussi une chose, enfin certains lui reprochent d'avoir investi beaucoup d'argent, 100 millions d'euros dans une start-up en 2021 qui était spécialisée dans des outils IA pour les militaires. Et c'est vrai que le côté un peu peace and love de la musique mélangé à ça, c'était pas terrible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que Daniel Ek a raison de prendre un peu de recul sur Spotify ? Je pense que quelque part, il avait déjà pris un petit peu de recul en montrant des intérêts, en investissant, devenant une sorte de méga super business angel. La question qu'on peut se poser c'est toujours un moment délicat, ce changement d'un président fondateur qui est vraiment l'image. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, cette décision ? La question qui se pose immédiatement, c'est qu'ils disent je vais avoir 2 co-CEO. Donc tu te dis il y a un gars qui reste président quand même exécutif, donc il reste impliqué. Il y a 2 co-CEO qui sont en fait des personnes opérationnelles qui sont là depuis 10 ans, 15 ans. En quoi vont-ils pouvoir prendre de l'autonomie pour pousser des nouvelles décisions, changer la stratégie ? Quand on regarde la configuration, de mon expérience pour observer à petit niveau tout un ensemble de transitions, ça va être compliqué et ça ne va pas, à mon avis, énormément bouger. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans un mouvement qui valide le fait que Daniel Ek passe du temps à l'extérieur. D'ailleurs, on lui a reproché peut-être ses investissements, mais aujourd'hui, c'est probablement un peu moins reproché l'investissement dans le militaire, dans le contexte actuel. On parle maintenant du dual use, et quand il y a le dual use, c'est OK. Donc moi, c'est plutôt ça que je vois, et je pense que la question, c'est comment la gouvernance va fonctionner, et c'est ce qui va, à mon avis, beaucoup occuper les marchés boursiers dans les semaines qui viennent. Hugo, Spotify. Il faut déjà souligner que Daniel Ek a cofondé Spotify.
il y a plus de 20 ans, comme tu le disais, et aujourd'hui, c'est plus de 7600 collaborateurs. Donc, la trajectoire de croissance, de revenus, de rentabilité, de contribution à l'économie de Spotify, elle est majeure aujourd'hui. Après, on peut aussi se poser la question... Ils ont mis très très longtemps avant de gagner de l'argent. Ah oui, comme toutes les boîtes de la tech. Ouais. Comme toutes les boîtes de la tech. Ça fait 3 ans qu'ils sont passés dans le vert à peu près. Oui. Et après, moi je retiens quand même deux choses par rapport à ça. Ça fait plus de 20 ans qu'il est CEO. Je ne connais pas un seul dirigeant d'une entreprise cotée qui a fait 20 ans dans son poste. La durée de vie d'un CEO dans une entreprise cotée, aujourd'hui, une entreprise du CAC 40, une entreprise du SBF 120, elle est plutôt aux alentours de 4-5 ans qu'autre chose. Et au-delà de ça, il a quand même eu des combats qui étaient extrêmement intéressants, notamment face à Apple, sur le DMA. Vous savez, les 30% de commission que prend Apple sur tous les téléchargements qui sont faits, sur tous les abonnements qui sont faits au sein de Spotify. Et je trouve que ce combat, il l'a incarné au niveau européen et c'est bien d'avoir des gens comme lui. Et bien voilà, on verra bien comment va évoluer Spotify qui a présenté une nouvelle fonctionnalité qui maintenant propose du son hi-fi sans supplément de prix. C'était quelque chose que les utilisateurs attendaient depuis de nombreuses années. Merci beaucoup à tous les trois. Merci donc à Hugo Weber. À très bientôt Hugo. Vice-président chez Miracle, Christophe Holnet, Senior Advisor chez Seven2, ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Et merci à toi, cher Fred. Merci François, merci à tous. Et vous restez avec nous, on a encore une petite demi-heure à passer ensemble, en ce mercredi soir, avec, dans un instant, ce hackathon IA au château de Versailles. C'est vrai que le contraste a l'air quand même important entre l'histoire, le côté fast et puis le côté de l'IA. On va tout vous raconter dans un instant avec nos invités. Et puis, juste après cette petite pause, c'est Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash. À tout de suite et merci d'être avec nous. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, il est 20h33, un grand merci d'être là, fidèle à Tech & Co sur BFM Business. On est là, vous le savez, chaque soir du lundi au jeudi, 19h30, 21h. Et aux alentours des 20h30, c'est le Tech Flash que l'on vous propose, ce qu'il faut retenir de l'actu tech du jour. Et c'est avec Léa Benaïm. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, la Chine veut attirer les talents tech sur son sol. Pékin lance un nouveau visa destiné à faire venir davantage d'ingénieurs et de chercheurs étrangers avec un objectif clair, accélérer dans l'intelligence artificielle, une riposte directe au visa à $100,000 annoncé la semaine dernière par Donald Trump qui cible les ingénieurs non américains. Et puis OpenAI signe avec les deux plus grands fabricants de puces au monde, Samsung et SK Hynix. L'entreprise américaine prévoit de leur commander près d'1 million de plaquettes de semi-conducteurs par mois d'ici 2029, dont certaines alimenteront 2 centres de données qu'OpenAI prévoit de construire dans la région de Séoul. Un marché stratégique pour l'entreprise. La Corée du Sud est le deuxième plus gros consommateur de ChatGPT au monde, juste derrière les États-Unis. Il y a également dans l'actualité Meta qui va exploiter nos conversations avec son IA pour la publicité. Et oui, le déploiement de ce nouveau système est prévu pour mi-décembre sur Facebook et Instagram. Selon le géant américain, les conversations avec Meta AI vont servir à mieux identifier les centres d'intérêt des utilisateurs et quelle publicité pourrait mieux leur correspondre. Dans l'actualité des jeux vidéo, une nouvelle page s'ouvre aujourd'hui pour Ubisoft. Le premier éditeur français lance officiellement sa nouvelle filiale regroupant 3 de ses plus grosses licences, avec pour objectif de développer ses franchises sur d'autres plateformes et notamment dans les jeux mobiles. Cette branche sera détenue à 25% par le chinois Tencent contre un chèque de plus d'1 milliard d'euros. Et enfin, en France, Carmat est désormais à 2 doigts de la liquidation judiciaire. Son seul repreneur potentiel n'a pas réussi à réunir les 150 millions d'euros nécessaires. Le pionnier des cœurs artificiels sera fixé sur son sort le 14 octobre. Carmat, c'est 30 ans de recherche, un demi-milliard d'euros investis et 120 patients transplantés. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur le site de BFM Business pour Tech & Co Business présenté par Frédéric Simotel. Et cette semaine, c'est une émission tournée depuis l'événement SAP Now qui s'est tenu la semaine dernière à Paris. À cette occasion, Frédéric recevait Olivier Nolan, le directeur général France de SAP. Et on écoute un extrait.
évidemment, SAP, grands acteurs européens. On aura l'occasion de parler de souveraineté, justement, parce que c'est important. Là, on est à la 3e édition de ce rendez-vous à Paris. Alors, pour être plus précis, au Carrousel du Louvre. Le thème principal, alors ça l'était déjà l'année dernière, ça l'est à nouveau, c'est l'intelligence artificielle. Comment vous avez vécu cette accélération vraiment au cours des 24 derniers mois ? L'an dernier, effectivement, c'était déjà le thème de l'édition de l'an dernier. Ça risque de l'être aussi l'année prochaine. Il est probable que ce soit encore l'an prochain. Ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois, c'est que globalement, le portefeuille SAP s'est enrichi mois après mois d'IA encore plus intégrés. Voilà, on parle de 400 cas d'usage intégrés dans nos solutions d'ici la fin de l'année. Et on parle de Joule, hein. Joule, c'est cette IA, enfin on y reviendra. Mais... Oui, on parle de Joule et une quarantaine d'agents aussi disponibles sur étagère. Effectivement, avec Joule qui joue un rôle central. C'est l'assistant conversationnel, hein, c'est ça ? Joule, c'est à la fois le copilote et c'est également l'agrégateur d'agents. Voilà, Joule, bien évidemment, rien à voir avec Marseille et l'OM, vous l'avez compris. 20h37, il est temps maintenant d'aller faire un petit détour du côté de la rédaction de Tech & Co. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com. Et c'est avec Kesso Diallo ce soir. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Alors, ce soir, tu vas nous parler de Google qui fait entrer son IA Gemini dans la maison. Et oui, si tu es fan de Google Assistant, la fin approche. Dans quelques jours, Google va remplacer cet assistant qu'on connaît depuis des années par son IA Gemini. En fait, dans l'application Google Home, les gens verront une nouvelle version de Gemini qui s'appellera Gemini for Home, tout simplement. Elle rendra tous les appareils connectés de la maison plus intelligents, car ils pourront mieux comprendre les utilisateurs. En effet, Gemini, il peut entamer des conversations sur une variété de sujets, utiliser des informations en temps réel, et il peut aussi comprendre les relances, les pauses et les interruptions dans une conversation. Selon Google, il n'aura aucun problème à reprendre le fil d'une discussion pour à la fin lancer une action. Et même lancer des actions, ce sera beaucoup plus simple, car il suffira de demander les choses comme elles passent dans votre tête. Waouh, on va tester, chouette. Ça arrive bientôt en France, je crois. Hein ? Oui. Et Google a aussi annoncé de nouveaux produits qui accueilleront ce Gemini pour la maison. Et oui, ce nouveau Gemini il sera en effet disponible sur de nombreux produits, notamment certains qui remontent à 2015, ce qui est quand même assez impressionnant. On le retrouvera aussi sur les 3 nouveaux produits que Google a annoncés aujourd'hui, notamment un nouveau haut-parleur Google Home Speaker, dont la rondeur rappelle d'ailleurs le HomePod d'Apple ou bien le tout nouveau Echo Studio d'Amazon. Malheureusement, il n'arrivera qu'au printemps 2026. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les 2 autres appareils qui ont été présentés aujourd'hui, ils sont disponibles dès aujourd'hui. Il s'agit de Nest Cam intérieur et extérieur qui offre de meilleures performances en basse lumière et d'une sonnette Nest Doorbell 3e génération qui voit mieux et plus large. Voilà, c'est la guerre des assistants vocaux, hein, vous l'avez vu. Oui. Hein, tout à l'heure, on parlait des nouveautés Amazon. Oui. Maintenant, c'est Google qui dégaine. Et peut-être Apple bientôt. Même si, visiblement, ils sont un petit peu en retard avec leur Siri Boostalia. Oui. Merci beaucoup, Kesso. Avec plaisir. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous invite bien évidemment à aller sur le site de Tech & Co ou BFM Tech. Il est 20h39, comme promis, direction Versailles. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Et plus précisément, le château de Versailles, pour comprendre un petit peu comment, en fait, le château de Versailles est, on va dire, des acteurs de la tech essaient d'améliorer le parcours, en fait, du client, du visiteur de Versailles. Comment la tech peut lui permettre de visiter peut-être des choses qu'il n'aura pas l'occasion de visiter aujourd'hui. On va en parler avec nos invités. Isabelle Hilali est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et CEO de Datacraft. À vos côtés, c'est Paul Chen. Bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes chef de service du développement numérique au château de Versailles. À mon avis, c'est vous qui avez commis toutes ces choses-là dont on va parler ce soir. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Et puis, évidemment, il y a eu un hackathon avec un concours, donc forcément. Et nous avons bien les gagnants de ce concours. Tristan Maradin est avec nous. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Tristan, cofondateur de Divin Data ou Divine Data ? Divine Data. Voilà. Et vous êtes ingénieur IA. Et Paul Decroux est avec nous aussi. Bonsoir Paul. Bonsoir. Data scientist à la Société Générale. Paul, peut-être pour commencer,
Quel est en fait le concept et le but de ce hackathon qui a eu lieu ce week-end au château de Versailles? Exactement, 2 jours de hackathon hier et avant-hier, et le but c'est de toujours servir au mieux nos visiteurs. On a la chance au château de Versailles d'avoir eu plus de 8 millions de visiteurs l'année dernière en 2024. On a une offre culturelle et de services extrêmement riche, d'expositions, de visites guidées, de restaurants. C'est sans doute l'un des lieux, des spots les plus visités par les touristes, non, quand ils viennent en France. Bien sûr, il y a 80% de visiteurs étrangers au château de Versailles. C'est un des lieux les plus visités en Ile-de-France et en France plus généralement. Mais on a la chance d'avoir des visiteurs de toutes origines, de tous âges, qui ont des intérêts différents. Et on a une offre très riche. Et donc, on a eu cette idée avec Datacraft, avec Isabelle, de réfléchir comment on pourrait, grâce à l'intelligence artificielle, proposer des parcours de visite personnalisés qui correspondent. Alors, on n'aura pas le même parcours si on est avec des enfants, si on vient pour la première fois de sa vie ou si on vient tous les 15 jours au château de Versailles. Et donc voilà, on a eu l'idée de ce concours et on a la chance d'avoir eu de superbes candidatures et lauréats. Alors, il y a plus de 50 spécialistes de l'IA qui sont affrontés, je crois, lors de ce concours. L'idée, c'est d'inventer un parcours personnalisé pour chaque visiteur, c'est ça ? Grâce à l'intelligence artificielle ? Exactement. Et que chaque visiteur puisse avoir son parcours. Donc, si c'est une personne à mobilité réduite, par exemple, on lui indiquera des informations particulières, qui peut avoir un fauteuil roulant gratuitement, utiliser les ascenseurs. À l'inverse, des gens qui sont très intéressés par Marie-Antoinette, on va les diriger plutôt vers le Petit Trianon et le hameau de la Reine. D'autres personnes qui pourraient être intéressées par Louis XIV ou par Napoléon, des visites guidées spéciales. Cette année, on a célébré les 150 ans de la Troisième République. Donc, on a des parcours républicains à Versailles. C'est un peu surprenant, mais ça existe aussi avec la salle du Jeu de Paume ou la salle du Congrès, par exemple. Ouais. Isabelle, expliquez-nous alors, parce que vous êtes évidemment partie prenante de ce hackathon. Vous êtes la fondatrice et CEO de Datacraft. Présentez-nous Datacraft, s'il vous plaît. Datacraft, c'est une start-up qui existe depuis 5 ans. Et on a un modèle particulier puisqu'on est un club pour data scientists, data ingénieurs, experts IA. Voilà. Et le principe, c'est de permettre à tous ces experts de travailler ensemble. Donc, on est vraiment très inspiré du modèle du compagnonnage et on leur permet de coder ensemble pour apprendre les uns des autres. Et en faisant ça, ça crée aussi beaucoup de regards croisés. Typiquement, réfléchir à comment on va créer des agents pour aider à programmer sa visite de Versailles, c'est un petit peu la même chose que ce qu'on pourrait imaginer pour, par exemple, créer la visite d'un hôpital. Donc vraiment, c'est des regards très croisés, c'est ça qui est intéressant. Paul, évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end, sur ce hackathon, et puis on va évidemment évoquer tout ça avec Tristan et Paul dans un instant, mais c'est vrai que le château de Versailles, c'est un peu un terrain de jeu incroyable pour l'innovation. Vous avez été les premiers à faire de la VR. Je me souviens d'un concert de Jean-Michel Jarre qui avait été fait dans cette salle incroyable. Enfin, il y a plein de choses. C'est intéressant, je trouve, de confronter comme ça l'histoire, le prestige, le côté faste de cet endroit avec la tech. Voilà. Alors, c'est vrai que nous, au château de Versailles, on a coutume de dire qu'il y a l'innovation depuis l'origine. C'est-à-dire, déjà, sous l'Ancien Régime, il y a eu des tests d'électricité dans la Galerie des Glaces au XVIIIe siècle, de l'hydraulique, de la médecine. Donc, cette innovation, voilà, il y avait sous l'Ancien Régime une grande passion pour les sciences, déjà. On parle souvent de l'horlogerie ou de choses de ce type. Mais on continue. Donc, on a fait des jeux vidéo dès les années 90. Et plus récemment, avec Ubisoft, on a fait un beau partenariat avec le CNC également pour Just Dance. Et on avait déjà fait un projet d'intelligence artificielle cet été, de médiation pour les statues. Donc vraiment, on essaye d'épouser les technologies d'aujourd'hui pour servir au mieux les visiteurs, transmettre la culture et accueillir le mieux possible tous les publics. Et puis la réalité virtuelle, je crois qu'on la réalité virtuelle, on visiter des salles ou le exactement, château, ou des espaces disparus. En ce moment, on a une salle de réalité virtuelle qu'on a ouverte cette année et on propose actuellement, on peut revivre la ménagerie royale, le labyrinthe et la grotte de Tétis, qui sont des lieux qui ont disparu pour diverses raisons et dans lesquels on peut s'immerger à nouveau. Et ça se fait au château de Versailles. Et ça se fait au château, vous venez et voilà, pendant une demi-heure, on voyage dans le temps au XVIIe siècle. Quel était le cahier des charges pour ce hackathon ? L'idée, c'était vraiment ce qu'on disait, bosser
et trouvez-nous des IA qui permettront en fait de faciliter et de personnaliser le parcours en fait des visiteurs dès l'année prochaine en fait. Hein. Exactement. Ça va arriver très vite. Ça va arriver très vite. L'idée, c'est vraiment d'implanter cette technologie sur le site internet du château pour que les visiteurs puissent proposer, comme l'ont fait Tristan et Paul, de dire voilà, est-ce que vous venez avec des enfants, est-ce que vous venez pour passer la journée, la demi-journée, est-ce que vous préférez les espaces extérieurs, et de faire cette petite conversation. Et d'avoir ce parcours personnalisé et d'avoir aussi le sentiment qu'on est traité de manière un peu unique à Versailles. On a beaucoup de visiteurs et on est très heureux d'accueillir tout le monde. Et nous, de pouvoir personnaliser avec des visites guidées très spécifiques, c'est quelque chose de très important qui pourront vous permettre aussi de gérer le flux, peut-être. Et de gérer les flux de visiteurs. Il y a beaucoup à faire encore sur cette matière. Parce que si vous arrivez à thématiser au maximum, vous allez peut-être pouvoir dispatcher en fait ces flux. Exactement, au château de Versailles, au Grand Trianon, au Petit Trianon et dans les jardins, bien sûr, le plus grand musée de plein air. L'idée, c'est que tout ça sera piloté par la voix. Comment vous imaginez, en fait, c'est le smartphone qui sera le vecteur de tout ça? La question des interfaces, c'est le smartphone. Beaucoup, on l'a vu, une des raisons aussi des lauréats, c'est que l'interface a été particulièrement mobile-friendly. Et donc, sur le smartphone, le texte, la voix, on l'a vu avec ce projet avec Askmona et OpenAI que la médiation par la voix sur le téléphone, c'est quelque chose d'assez normal de parler à un téléphone. Et on a vu que ça a très bien marché. On a lancé ce projet cet été avec beaucoup de succès. On découvre les gagnants de hackathon. Tristan, allez, on y va. Tristan Marandin, donc cofondateur, on le disait, de Divine Data et ingénieur IA. Qu'est-ce que vous avez présenté lors de ce week-end? On vous écoute. Je pense qu'on peut diviser la solution en deux grosses parties. Il y a d'abord, l'idée, ça va être de positionner les lieux emblématiques de Versailles dans un espace. Par exemple, je prends la Galerie des Conquêtes, des fresques murales magnifiques. Ça va particulièrement intéresser des gens qui sont férus de peinture, d'art. Après, si par contre vous êtes, je ne sais pas, un jeune de 18 ans qui est là avec sa copine, qui préfère profiter du jardin, peut-être qu'il faudrait vous présenter ce lieu lors d'une deuxième visite. Donc on va placer tous les lieux comme ça, dans un certain espace. La deuxième étape, ça va être pour chaque visiteur de comprendre ce qu'il aime et la typologie du visiteur en somme, et de le positionner dans cet espace. Et une fois qu'on a ça, il s'agit simplement de calculer les distances entre ce que l'utilisateur désire, là où il est positionné, et les lieux qu'on souhaite lui présenter. D'accord. Voilà. Après, il s'agira ensuite de lui faire un itinéraire compte tenu de ces distances-là, afin de minimiser les distances tout en maximisant le plaisir et la satisfaction qu'on imagine qu'il puisse. Ouais, c'est un peu un Google Maps hyper personnalisé que vous avez mis au point, en fait. Tout à fait. Pas mal. Et alors ça sera à partir du moment où Tristan est l'un des vainqueurs de ce hackathon, qu'est-ce qui va se passer? On va continuer à discuter et voir comment on peut mettre cette technologie au service de tous les visiteurs, gratuitement, bien sûr. C'est important pour ne pas remuer leur visite. Vous l'avez dit sur le site internet, mais pourquoi pas aussi sur les réseaux sociaux du château et dans l'application mobile gratuite du château de Versailles. Paul, c'est à nous. Donc, data scientist à la Société Générale. Qu'est-ce que vous avez proposé, vous? Donc, on a tous les deux travaillé sur cette même solution. Oui. Et finalement, le cas d'usage, il n'est pas si innovant que ça, dans le sens où toutes les grandes plateformes qui ont beaucoup de flux ont envie de proposer un parcours automatisé et surtout un parcours personnalisé. Et finalement, entre le fil YouTube, où on parle beaucoup de l'algorithme YouTube, etc., on n'est pas très loin du cas d'usage où on va chercher à profiler l'utilisateur pour voir ce qu'il aime et mettre à jour la suite du déroulé de son expérience en fonction de ses goûts pour matcher au mieux avec ce qu'il veut. Et quand on voit la diversité de ce qu'on a à Versailles, le nombre de visiteurs, on se rend compte qu'il y a tous les éléments pour faire de la data. Isabelle, parmi tous les ingénieurs qui étaient là ce week-end, il y en avait plus d'une cinquantaine, on le disait, est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous ont intéressé, qui mériteraient d'être évoqués ce soir? Il y en avait beaucoup, hein. Ça a été compliqué. Moi, dans les choses que j'ai retenues, c'est qu'au départ, l'inquiétude, un petit peu, notamment quand on discutait avec les gens du château, c'était de dire, mais finalement, si on a des assistants virtuels, on va se retrouver à faire tous la même visite, en fait.
Et la démonstration, c'est que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ça permet d'imaginer des milliers de visites différentes à chaque fois. Et ça, au contraire, ça donne envie d'aller dans les jardins, ça donne envie de parler avec les conférenciers. Donc c'est vraiment ça qui est chouette, c'est de se dire ça va apporter beaucoup plus de diversité de parcours. Est-ce que ça peut se substituer à des guides humain? Absolument pas. On a vraiment, pour nous, c'est très important, c'est complémentaire. C'est vraiment un outil vraiment plus de préparation de visite, d'accompagnement de la visite, mais qui est moins un outil culturel. Et rien ne remplacera les guides, les visites guidées, thématiques, voilà, on en a parlé tout à l'heure. Et donc, c'est pas du tout quelque chose pour remplacer, c'est quelque chose en plus, vraiment sur la qualité de visite et de garder la surprise aussi sur ce que disaient Isabelle et Paul, sur ces parcours. Voilà, quand on visite un lieu culturel, le château de Versailles, on a envie d'avoir des surprises. Il y a des choses, on vient au château de Versailles, on veut voir la galerie des glaces, la galerie des batailles, mais on veut aussi être surpris par un tableau, par une œuvre, une exposition, des jardins, un bosquet. Et donc ça, c'est également très important que l'IA garde et ménage des effets un peu de surprise, d'étonnement. C'est quelque chose d'important auquel on est attentif. Et puis c'est très interactif en fait. Vous avez prévu votre visite et puis vous êtes fatigué ou alors au contraire vous avez envie de rester plus longtemps. À partir du moment où vous l'avez sur votre mobile, vous pouvez dire finalement j'aimerais bien rester 1 heure de plus avec tout ce que je t'ai dit avant en fait. Propose-moi un parcours plus long et ça c'est quand même, ça fait partie des choses intéressantes. Tristan et Paul, comment vous est venue cette idée? Vous aviez un cahier des charges qu'on vous a imposé ou alors on vous a dit, page blanche, à vous de voir Comment vous est venue cette idée en fait? Je pense qu'on a... En fait, que ce soit avec mon entreprise ou quand je fais des hackathons comme ça, on vient toujours avec l'idée il nous faut de l'intelligence artificielle. Et en fait, on part de la technologie pour aller à l'utilisateur. Et je pense que c'est une erreur. Il faut partir de l'utilisateur pour aller à la technologie. Et en fait, là, l'intelligence artificielle, elle intervient seulement pour personnifier, placer l'individu. Mais tout le reste, c'est pas l'intelligence artificielle. Et en fait, je pense que ça vient de là. On a eu cette idée de faire un modèle. Finalement, c'est un modèle mathématique de positionnement. Mais je pense qu'on a eu l'idée de faire ça précisément parce qu'on est parti du réel. Et le réel, il y a une réalité business sous-jacente qui est, par exemple, sur le temps du midi, je veux valoriser les restaurants. Je veux valoriser telle exposition. Ou telle boutique de souvenirs. Voilà. Comment vous faites si vous avez un système d'intelligence artificielle? C'est beaucoup plus compliqué, c'est du bricolage. Bon. Là, ça ne pose aucun problème. Vous avez simplement à réduire les distances entre les lieux que vous voulez valoriser et... Donc en fait, c'est ça. C'est de partir d'une réalité terrain, business. Paul? Puis on voulait quelque chose de fun. Et quand on est sur une application, on ne voit pas le temps passer. C'est assez simple de récupérer les informations pour l'application et pouvoir faire du profilage par la suite. Et nous, on voulait un peu cette même idée. Une interface simple où on peut liker des activités, en disliker d'autres, etc. pour profiler finalement assez naturellement et s'inspirer de ce que font les grands réseaux sociaux, Tinder ou autres, pour essayer de mieux nous percevoir. Juste une petite question, parce qu'avec vos 8 millions de visiteurs par an, c'est ça, c'est le chiffre qu'on m'avait donné tout à l'heure, vous devez récupérer de la data, ça va être impressionnant, non? Alors oui, on récupère un certain nombre de data du nombre de visiteurs, en effet, de nationalités. On a un observatoire des publics où il y a des questionnaires encore qualitatifs pour savoir les taux de satisfaction qui sont en général assez élevés au château de Versailles. Les gens sont rarement déçus par la galerie des glaces et c'est tant mieux. Et du coup, on récupère cette data, on la traite un peu, mais voilà, quand on voit tout ce qui est possible de faire avec l'intelligence artificielle, on se dit qu'il y a un potentiel encore inexploré à découvrir. Bon, prochain événement, ça sera quoi? Un prochain hackathon? Isabelle, Paul, est-ce qu'il y a d'autres événements qui peuvent bientôt arriver? Ensemble? Peut-être. On a des discussions, mais... Mais peut-être au-delà de ça, chez DataCraft, est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez d'autres projets? Ouais, nous, on a à peu près 1 ou 2 ateliers par semaine, donc je dirais dans les choses un petit peu emblématiques, on a un hackathon qu'on organise avec Polytechnique, et puis on a, sur la partie plus état de l'art, on a un état de l'art sur IA et quantique. Pas facile. IA et quantique. Et sur IA et jumeaux numériques aussi.
Et oui, voilà. Les jumeaux numériques qui bouleversent des secteurs entiers de l'industrie. Exactement. Jusqu'à la santé. Hein. Qui sont beaucoup connus dans la santé, mais qui vont bouleverser aussi la construction, vraiment un peu tous les domaines. Voilà, écoutez, espérons que toutes ces innovations dont vous nous avez parlé ce soir arrivent bientôt pour les visiteurs du château de Versailles. C'est le but. Dans toutes les langues, attention. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'imagine qu'il y a énormément de nationalités. Énormément de nationalités, et on accueille vraiment tous les publics du monde entier, et c'est notre honneur. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Tristan Marandin, cofondateur de Divine Data Ingénieria. Merci à Paul Decroux, Data Scientist à la Société Générale. Paul, merci beaucoup. Paul Chêne, chef de service du développement numérique au Château de Versailles et la fondatrice et CEO de Datacraft est avec nous aussi ce soir, Isabelle Hilali. Merci. Voilà pour terminer ce Tech & Co, la quotidienne, en ce mercredi soir. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Peut-être que on vous a donné aussi envie de visiter ou revisiter le château de Versailles ce soir. On sera là demain jeudi, pour conclure cette semaine de Tech. On sera là donc dès 19h30 avec évidemment le débrief de l'actu Tech et puis bien sûr d'autres surprises. D'ici là, très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.